Aujourd'hui pour vous, j'ai interviewé Sinsemilia. J'ai eu la chance d'avoir une longue discussion avec Mike, le chanteur du groupe, qui a un timbre de voix qui est vraiment si particulier, si singulier et qui donne une couleur au groupe qu'on retrouve nulle part. Sinsemilia, c'est quoi? C'est un groupe de 12 potes dans les années 90 qui s'est réuni, qui a créé un collectif et qui dure maintenant depuis 30 ans. Et bien qu'ils aient vendu des millions d'albums, c'est un groupe qui est resté soudé, qui a des valeurs très fortes, toujours axé sur l'humain, sur la connexion humaine, sur le sens de la fête aussi. J'ai eu la chance de les voir en concert à de multiples reprises. C'est vraiment un moment de magie et quelque chose de très vivant. On vit une expérience musicale et une expérience très forte avec le public. Alors que vous ayez plus de 70 ans ou moins de 20 ans, vous ne pouvez pas négliger Sinsemilia. Sinsemilia, de par ses chansons cultes, est vraiment entré dans la légende de la chanson française. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin est vide, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur. Regarde-moi, je ne suis pas le Big Boss est trafiquant d'or. Sinsemilia, ce n'est pas Une sorte de dealer de cœur. La flamme, la femme a grandi, a grandi, a grandi. Dans son endroit le feu a pris. Faut-il la moitié des béboules pour qu'on combatte l'incendie? je n'ai fait pour toi. On laisse courir. Alors pourquoi j'ai voulu interviewer Sinsemilia? C'est pas uniquement une interview musicale, c'est également savoir comment ce groupe a réussi à créer un mouvement, comment ce groupe a réussi à créer un collectif, comment ils se sont organisés, comment ils arrivent à impacter un public, comment ils arrivent à réunir du monde, comment ils ont fait depuis le début, parce qu'au début il n'y avait pas internet. Et puis aussi j'ai voulu les interviewer sur la dimension citoyenne, quel rôle ils ont, quel impact peut avoir un groupe de musique lorsqu'il chante des chansons engagées face à un public. Donc on va découvrir tout ça. Si c'est toujours pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Je crée régulièrement des interviews avec des personnalités publiques pour connaître leur démarche, savoir comment ils ont réussi à créer un mouvement, savoir comment ils arrivent à diffuser leurs idées. C'est vraiment le travail sur lequel je m'investis beaucoup en ce moment. Donc vous pouvez même me suggérer des nouvelles personnalités publiques dans les commentaires. Alors maintenant, place à l'interview. Installez-vous confortablement. L'interview commence maintenant. Alors, comment vas-tu en cette période si spéciale? Écoute, je crois que je suis vraiment pas à plaindre. Je suis en famille, tout le monde est en bonne santé. On a des conditions de confinement qui sont plutôt agréables. C'est-à-dire qu'on a des extérieurs et tout. Non, je fais pas partie de ceux qui ont la chance de vivre un confinement dans des très bonnes conditions. Donc voilà, vraiment, Ok, je suis pas à plaindre. ça marche. Moi, je vois en tout cas que tu es très actif sur ta page Facebook et c'est cool. Bah, c'est avec plaisir et puis ça permet. Voilà, je pense que tout le monde n'a pas la chance d'avoir justement des conditions de confinement comme les miennes. Au début, j'ai juste fait un petit direct en début de confinement et j'ai reçu plein de messages de gens qui m'ont dit ah, ça fait du bien, moi je passe mon confinement tout seul dans un petit appart, ça fait du bien. Il y a un peu de gens qui communiquent, etc. Donc, on est resté fidèles au rendez-vous tous les jours depuis plus de 40 jours. Hein. C'est cool, c'est cool. Je vois que tu animes super bien ta communauté. Alors, pour comprendre un peu votre dynamique de groupe à toi et à Riquet, je veux savoir comment l'aventure Sinsé a commencé. En fait, avant tout, c'est une histoire d'amitié. C'est-à-dire que moi, je connais Riquet depuis l'école primaire. C'est mon meilleur ami depuis l'école primaire. Puis après, on rencontre Nati et Rouquin. On doit avoir 14-15 ans. Ouais. On est passionné par le reggae. C'est là où on commence à se passionner pour le reggae, écouter du reggae, etc. Et à force d'en écouter, d'être toujours ensemble, on commence à apprendre quelques accords sur une guitare, enfin, juste pour nous, quoi, pour délirer. Et ça, petit à petit, ça conduit à une première fête de la musique, un 21 juin 91, il y a bientôt 30 ans. Ouais. Et voilà, on se lance sur cette fête de la musique, mais juste pour le kiff, quoi, comme des gamins de 19 ans qui ont envie de se faire plaisir. Et on y prend méchamment goût, donc on continue après à faire un max de concerts le plus possible dans des petites LVC, des petits lieux, etc. Et fil en aiguille, on se retrouve 30 ans après, toi et moi, à discuter de Sinsemilia. C'est complètement fou. Je suis passé d'auditeur à personne qui peut vous interviewer, c'est super chouette. Et du coup, quand vous avez décollé avec votre groupe, je pense que c'était très progressif. La musique a toujours été au premier plan, c'est-à-dire que ça avait remplacé. Il n'y avait pas d'orientation professionnelle autre, c'était la musique et rien d'autre à l'époque, quand vous aviez 19 ans tous. Non, oui et non, c'est-à-dire qu'il a quand même fallu attendre quelques années avant que la musique commence à s'ouvrir.
Donc il y avait des petits boulots, il y avait certains qui étaient encore dans les études commençaient un peu à battre de l'aile à cause de... Donc non, il y avait quand même, parce qu'il fallait bien se nourrir, il y avait quand même des choses à côté, mais on consacrait tout notre temps et notre énergie à la musique en fait. Donc voilà, il y avait des petits boulots alimentaires, et puis, dès que ça a été possible, on a basculé. Ok. Vous imaginiez que ça allait devenir comme ça? Est-ce que c'était un objectif de vraiment se développer à ce point-là, à cette échelle-là? Nous, au début, notre rêve, c'était de un jour faire un concert. Le rêve, c'était ça, quand on était des ados ensemble sur un banc en banlieue grenobloise avec notre guitare sèche. Le rêve, c'était un jour de faire un concert. Après, les premiers concerts, puis de plus en plus de concerts. Le rêve d'après, c'était un jour faire un album. Et à chaque fois, on y allait étape par étape. Donc, aujourd'hui, il y a une dizaine d'albums, il y a plus de 1500 concerts. Donc, c'était au-delà de nos rêves. Jamais on aurait pu envisager ça à l'époque. Encore une fois, Grenoblois, qui n'était pas la ville la plus dynamique qui soit. Ouais. On jouait du reggae à une période où c'était vraiment, vraiment, vraiment ringard de s'intéresser au reggae. Et on n'était pas bons musiciens. Il n'y avait aucune raison de se dire que... Enfin, on ne pouvait même pas rêver de ce qu'on a vécu depuis. C'était au-delà du rêve, ouais. Ouais, parce que quand vous aviez commencé, au début des années 90, c'était vraiment l'émergence du hip-hop. Et donc, ouais, tu dis que le reggae était déjà dépassé de mode depuis. Ouais, c'était plus que dépassé de mode. C'était considéré comme vraiment ringard. Nous, quand on commence quand on est passionné de reggae sur ce banc dans un parc à Grenoble, la grande mode, elle est les trucs du moment, c'est The Cure, c'est toute la scène alternative, la Mano et compagnie. On Ouais. pas encore le hip-hop, hein, pas tant que ça. Enfin, ça reste un petit courant, une niche, le hip-hop à ce moment-là. Non, les trucs, c'est The Cure, la scène alternative, la Mano et compagnie. Enfin, donc non, le reggae, c'est ultra ringard. Ouais. Ok. Et du coup, dans quel contexte alors vous avez commencé à créer vos textes et vos mélodies? Pour mieux comprendre votre univers, comment ça se passait? Imagine une petite bande d'ados, tu vois comment on peut être à fond quand on est ado. Ouais. Une bande d'ados ultra passionnés par le reggae, du coup, qui se créent dans la bande. Le reggae, c'est vraiment ultra central, je sais pas comment te dire. Enfin, à l'époque, quand on a commencé à se faire des locks pour certains, à Grenoble, les gens hallucinaient parce que des blancs avec des locks, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est archi banal. Tu crois que c'est un mec avec des locks. Bon, à l'époque, nous, on était vraiment dans notre délire au niveau du look. Tu avais du vert jaune rouge, avoir eu des lacets vert jaune rouge, avoir eu des bretelles vert jaune rouge, avoir eu des ceintures vert jaune rouge, des bonnets vert jaune rouge avec quelqu'un qui abruti fini, mais j'étais trop content parce que, on était comme des ados. Donc, c'est dans ce contexte où nous, on s'était fait un petit microcosme où presque tout tournait autour du reggae. C'était notre petit microcosme à nous, et c'est là-dedans qu'est né, qu'on a commencé à composer en essayant de ressembler à nos idoles jamaïcaines, même si on n'y arrivait pas. Ouais, vous aviez un culte pour la Jamaïque et Kingston à l'époque. C'était votre rêve de partir en Jamaïque d'ailleurs. Ouais, c'était ouais, ça faisait partie de, encore une fois, comme des ados. Tout ce qui avait un lien avec le reggae, on avait tendance à idéaliser ça au trop point. Ouais. Donc, on épluchait tous les disques de reggae à la note près. Je crois qu'il y a des vidéos de concerts d'artistes reggae de l'époque que je connais à l'image près parce qu'on les a vus, je ne sais pas combien. Enfin voilà, on était à fond de fond, quoi. Ouais, vous avez modélisé à fond en fait. Ouais, on aurait rêvé d'être. Oui, on rêvait de ça. Donc, avant de se créer une identité qui était vraiment la nôtre plus clairement, dans un premier temps, oui, on essaye de faire comme nos idoles. Ouais. Alors, vous avez surfé sur une vague qui n'était plus une vague, mais en tout cas sur un courant musical. Et c'était pas juste pour le style, puisque vos chansons, et moi, c'est ça, pour ça que j'ai accroché vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de messages, même si vous voulez pas forcément vous incarner comme porteur de messages. Mais sur quelles valeurs vous avez commencé à fonder cette tribu avec tous ces musiciens, avec Nati, avec Riquet, avec Rouquin? Comment vous êtes dit, ok, on se met d'accord et puis on va partager tel message en fait, parce que c'est fort, vous avez réuni des milliers de jeunes. Oui, mais
questions qu'on s'est. Il n'y a pas eu de discussion, c'est pas des questions qu'on s'est posées. C'est naturellement. Moi, un des trucs qui a fait que, perso, j'ai accroché au reggae, outre la musique, c'est que très souvent, c'est une musique qui a des choses à dire. C'est une musique qui est à la fois très politique, qui peut être parfois spirituelle ou religieuse, selon comment on veut voir les choses. Et c'est un des trucs qui m'a accroché dans le reggae. Des artistes comme Marley, Peter Tosh, etc. C'était des textes sérieux, il y avait des revendications derrière, etc. L'ado que j'étais, ça lui a énormément plu. L'envie de partager des choses orales, etc. Enfin, on me donnait un moyen d'expression à un jeune ado qui avait, je pense, avait déjà ça en lui de toute façon. Donc, mais c'est pas passé par des discussions entre nous on va faire ça. Naturel, c'était lié à notre conception du reggae, et je crois que c'était aussi les textes, c'est pour moi depuis le début, et je pense que c'est aussi lié à ma personnalité. J'avais envie de dire ces choses. Les deux mélangeaient, ça donnait ce truc-là, mais ça ne nécessitait pas de réflexion. Je pense qu'il y aurait eu une discussion. À l'inverse, si j'étais arrivé d'un seul coup avec des chansons qui disaient touche ton corps bébé, oui, là ça aurait. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'autre côté, le côté de dire des choses, c'était plutôt un truc naturel chez nous. Ouais. Ok. Tu penses que le reggae a influencé vos idées en ce sens? Oh bah oui. Oui, clairement. Après c'est. Il y a beaucoup de valeurs du reggae, beaucoup de valeurs du Rasta qui s'appuient sur la Bible, et c'est des valeurs, surtout des valeurs humanistes. Et ça nous parlait de toute façon. Donc, est-ce que le reggae nous a amené ces valeurs? Je ne crois pas. Je pense que peut-être on les avait déjà, mais que c'est pour ça qu'on se sentait bien dans le reggae, c'est pour ça qu'on se sentait bien dans le fait d'exprimer des choses, etc. C'est que, en partie, ces valeurs, on les avait déjà. Ouais. Ok, je te remercie beaucoup. Alors, tu sais, moi, j'accompagne des porteurs de projets, des entrepreneurs à faire de la scène pour partager un message. Il y a des messages très différents. Toi, je voulais avoir ton avis. Quels sont les meilleurs moyens de faire passer un message? Toi qui es habitué à faire de la scène, à faire des plateaux télé, avec ton expérience, est-ce que tu saurais nous dire comment on fait passer un message facilement et de manière impactante? Alors ça, c'est un travail que je l'ai eu fait avec certains jeunes chanteurs, certains qui sont devenus des chanteurs à succès d'ailleurs, où j'ai aidé à travailler. J'aime beaucoup travailler la mise en scène, etc., l'attitude sur scène, etc. J'aime beaucoup travailler ça. Moi, je l'ai appris au fil du temps et avec l'expérience. Donc, je sais au moins travailler avec ces chanteurs-là, donner les conditions pour que ce que tu dis soit entendu et compris. Après, si tu dis des conneries, ça te regarde toi. Après, ça, c'est pas à moi de juger. Mais par contre, la mise en forme, alors c'est un peu compliqué à expliquer là, c'est vraiment un travail qu'on fait sur scène. Moi, j'adore faire de la mise en scène, etc. Je suis souvent consultant pour de la mise en scène. Ça se voit dans vos spectacles d'ailleurs. Enfin, j'ai dit spectacle, mais dans vos concerts. Ça parle quoi des spectacles. Un concert pour moi doit être un spectacle. Donc, on réfléchit beaucoup à ça. Après, voilà, tout ce qui est prise de parole, oui, ça m'est arrivé d'aller voir des concerts. Je me souviens d'un jeune chanteur de reggae qui marchait bien et qui était venu me voir à la fin de mon concert en me disant mais pourquoi quand moi je parle sur scène, personne m'écoute? Toi, tu parles sur scène, tout le monde écoute. Bah déjà, j'ouvre une parenthèse, tu as un timbre de voix très particulier qu'on reconnaît partout. En fait. Avec le même timbre de voix, dans mes jeunes années, je pense qu'on était moins écoutés. Il a fallu que je comprenne les mécanismes pour, OK, comment j'attire l'attention, comment je tiens l'attention, etc. Enfin, le fait d'être sur scène change aussi des choses par rapport à... Pour moi, même si tu parles naturellement, le rythme de ta parole sur scène est différente, etc. Enfin, voilà, c'est tout un travail de mise en scène qui est passionnant à faire. Et c'était marrant parce que voilà, le chanteur de reggae en question est... On en a parlé toute une journée avec des exercices, etc. Et le soir, je suis allé voir son concert et il m'a foncé dessus dès la sortie de scène en disant putain, ça y est, j'ai le truc. Et son manager me fonce dessus en me disant je sais pas ce que tu lui as raconté, mais incroyable changement. Donc voilà, il y a quand même des trucs à travailler qui t'aident à ça, quoi.
Toi, tu t'es formé comment? Il y a l'expérience, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a des sources qui t'ont inspiré? Est-ce que tu as suivi des formations, des cours? Non, pas à ce niveau-là. C'est pour ça que je suis content aujourd'hui de parfois en donner. Parce que non, vraiment avec l'INSEE, on s'est vraiment fait tout seul sans. Ouais, il a défriché le terrain, y compris faire des erreurs, etc. Mais on n'avait aucun repère en reggae français pour nous aider sur le côté reggae français. Sur ce qu'on voulait faire sur scène, pareil, je le trouvais pas. Enfin, non, on a vraiment. Ouais, c'est l'expérience. L'expérience, c'est beaucoup réfléchir. Ok, qu'est-ce qui me plaît pas dans le concert, comment le faire, réfléchir, ok, qu'est-ce qui me plaît pas, ça, enfin, quand tu es vraiment passionné comme on l'était, t'aimes tellement ça, c'est tellement ta vie que tu penses tout le temps, entre guillemets. Moi, pendant des années, je me suis endormi le soir, et entre le moment où je me couche et le moment où je m'endors, le cerveau, il était sûr. Toi, écoute si tu as des envies de texte, toi, réfléchis à qu'est-ce que tu peux améliorer dans ce que tu as fait. Vraiment pas que dans le but pour se professionnaliser, mais plutôt passionné, quoi. Ouais. Passionné, donc qu'est-ce que tu peux améliorer, quoi. Et du coup, chaque spectacle, chaque tournée, ça demandait une grosse préparation en amont. Mm-hmm. Du coup, c'était plein de répètes. Et après, vous vous ajustez à chaque fois, à chaque concert pour une tournée. C'est des ajustements permanents. Ouais, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de réflexion en amont, beaucoup de travail en amont. Les deux se croisent, c'est-à-dire travail, ok, ça marche, c'est bon. Réflexion, enfin, beaucoup de travail en amont. Et après, oui, on affine concert après concert. C'est marrant, sur la dernière tournée. Donc, sur la tournée à l'échelle d'une vie, donc il faisait à peu près une 50aine de concerts. Donc, on a éclaté de rire avec Riquet après la 46e date, un truc comme ça. On était encore en train de se dire, à tel passage, on pourrait. En même temps, mais attends, on vient de faire 46 dates, il en reste que 4 dans la tournée, on est encore en train de. Mais parce qu'on adore ça. On adore ça. Ok, on peut améliorer encore un petit truc. Bah, venez, on l'améliore. Ouais, ça c'est cool d'être toujours, tu sais, dans une démarche d'amélioration, d'être perfectible. Alors, je vais te poser une autre question et après on va partir sur une anecdote qui est devenue très populaire. Quels sont, selon toi, les meilleurs moyens de faire passer un message? Je sais que c'est une question qui te chatouille pas mal parce que je t'ai déjà entendu en interview là-dessus où tu veux pas être forcément un porteur de message. Tu es juste un artiste qui s'exprime. Mais malgré tout, on peut pas cacher que vous portez des messages super puissants. Non, mais après, en plus, l'expression porter un message ne me dérange pas tant que ça, tant que c'est parce qu'elle peut être tout et n'importe quoi. Un message, ça peut être aussi. Mais en fait, je comprends pas la question. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas que te dire. Qu'est-ce que tu entends par le meilleur moyen de passer un message? Je sais pas. Comment créer de l'impact? Je crois quand même que, dans ma conception, même si elle n'est pas vraie, on a la preuve tous les jours qu'elle n'est pas vraie. Dans ma conception, si tu veux bien le faire passer, il faut qu'il soit sincère. En tout cas, moi, c'est une règle. Sinon, ferme ta gueule. Ouais. Si ce que tu dis, tu ne le vis pas, tais-toi. C'est pour ça qu'il y a certains sujets qu'on n'aborde pas en chanson. Et pourtant, ce serait ah putain, super. Ouais, mais non, mais je suis pas légitime d'écrire ça, je l'écris pas. Donc, dans ma conception, il faut que ce soit sincère. Après, on a plein d'exemples politiques ou etc. qui nous montrent qu'il y a des gens qui arrivent à faire passer des messages sans être sincères. Mais voilà, c'est pas ma conception du truc. Ouais. Bien sûr. Et justement, en parlant de ça, j'ai revu une interview. C'était pas une interview, c'était un passage télé le jour de la fête de la musique en 2005 sur un JT où vous deviez jouer Tout le bonheur du monde. Et je sais plus c'était qui le présentateur. En tout cas, c'était le biographe de Jacques Chirac, mais ça, je ne savais pas. Ah, c'était le biographe de Jacques Chirac. Et ouais, donc. Ah, c'est énorme. Voilà, on vous écoute et c'est un bonheur. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes qui mènent vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour
aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Non, attends. En fait, celui-là, tout le monde le connaît et il y a plus actuel. Donc, donne-moi Chiraki. Ici c'est chez toi et tu fermes ta gueule, ferme ta gueule. Ici y a un roi et des seigneurs qui font ce qu'ils veulent. Ici y a des lois seulement pour le peuple, seulement pour le peuple. L'immunité en suprême privilège, la justice en état de siège. Bienvenue, en Chiraki. Démocratie se fait monarchie. T'étonne pas si ça chie. Bienvenue, en Chiraki. Et donc là, on utilise un peu la stratégie un peu du scandale, mais est-ce que c'était calculé ou c'était juste un délire avec Riquet? Ou est-ce que vraiment vous aviez envie de faire passer un message et de dire merde, s'il faut passer sur les plateaux télé et utiliser un peu cette forme-là de scandale pour faire passer des messages, on le fait? Alors, il n'y a pas volonté de scandale. Vraiment. Ça, réellement, ça ne m'intéresse pas. C'est pas dans le but de faire un scandale. C'est juste que, pour une fois, on était invité pour faire un truc en direct, ce qui nous arrivait très rarement. Sur les chaînes publiques? Voilà. Donc, pour une fois, je me disais, OK, déjà, je viens de gagner un truc en liberté. Si je veux, pour une fois, je ne suis pas obligé de faire tout le bonheur du monde. Donc, ça faisait 1 an que les gens l'avaient écouté 6 millions de fois à la radio. Je ne voyais pas trop l'intérêt. Donc, c'est pas... Oui, ça a fait un peu scandale. C'était pas ça le but. C'était pour une fois, on est en direct. Et si je leur demande, est-ce qu'à la place de tout le bonheur du monde, je peux faire Bienvenue en Chiraki, on va me dire non. Ouais. Du coup, je le prends le droit. Mais il n'y a pas volonté de faire scandale. Il y a volonté d'être fidèle à ce qu'on est. C'est-à-dire que si tu mets ce genre de chansons, sur tes albums, et que pour une fois que tu peux le faire vraiment à une échelle plus grande, tu restes sagement sur tout le bonheur du monde, bah, tais-toi. Là, pour une fois, tu as la possibilité de... Et le morceau, c'était pas un morceau insultant, etc. C'était une expression de 2 citoyens, au moment où Chirac est président, sur le fait qu'on trouvait ça hallucinant, le nombre de casseroles judiciaires autour du monsieur, et qu'à un moment, c'est compliqué de dire au peuple qu'il faut suivre telle et telle règle, alors qu'on sait très bien que le mec en question, il est poursuivi pour des tonnes de malversations. Donc c'était pas insultant, c'était ce qu'on appelle un ou un pamphlet, enfin tu vois, dans la tradition de la vieille chanson française, je ne sais pas. Enfin, ça nous semblait citoyen de le faire, mais voilà, le but c'était pas créer le scandale, ça nous intéresse pas. Ouais. Mais justement, moi, la forme m'a beaucoup plu et justement, j'ai trouvé qu'il y avait un élan citoyen derrière tout ça. Et justement, aujourd'hui, on le voit, la flamme, pour reprendre votre tube, la flamme a grandi depuis des décennies, depuis que vous avez sorti la chanson 98. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça et surtout de voir que justement cette flamme du Front National ne grandit pas qu'avec l'étiquette Rassemblement National, mais qu'on le voit dans des mesures qui sont dans le gouvernement au pouvoir? Qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce que ça génère? Ça me déprime, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on écrit La Flamme, à l'époque, le FN fait autour de 7%, etc. Et on trouve ça déjà ouf aujourd'hui, je crois que le FN ferait 7% à une présidentielle, on serait à 2 doigts d'ouvrir le champagne. Ouais, c'est clair. Donc, je peux que être dépité de ça. Enfin, qu'est-ce que ça m'inspire? Du dépit, de l'inquiétude. Du dépit et de l'inquiétude, ouais. Tu gardes espoir quand même? Toujours prêt à combattre artistiquement cette pensée qui se globalise de plus en plus? Ouais, alors après, l'expérience m'a montré que je suis quand même assez lucide sur l'impact de nos petites chansons. Hein. Je ne dis pas qu'elles servent à rien, et que dans ce genre de débat-là, l'impact, il est quand même bien limité. Hein. Sinon, Bob Marley aurait sauvé le monde avec ses chansons à l'époque. Je sais que, donc, oui, en tant que citoyen, je continue à m'exprimer contre. Oui, en tant que citoyen, je continue à citer les gens à aller voter à chaque fois. Oui, en tant que citoyen chanteur, tout ça. L'espoir, j'ai toujours été partagé entre
un réalisme pessimiste et malgré tout le refus d'être défaitiste. Donc le refus d'être défaitiste t'oblige à y croire encore, ouais. Ça s'appelle la résistance. Ouais, j'ai un petit peu peur de ce mot, mais non, mais vu la période et vu les courants, oui, sans le côté héroïque, parce que mine de rien, je ne fais que des petites chansons, je ne fais que mon petit rôle de citoyen, il n'y a rien d'héroïque à ça non plus, quoi. Donc voilà, à pas confondre avec les résistants au sens héroïque du truc, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Citoyen, quoi. J'aime bien beaucoup ta modestie, c'est vrai. Mais en tout cas, je veux pas que tu négliges. C'est le public qui te parle. Je veux pas que tu négliges l'impact que tes chansons ont. Et moi, tu vois, j'ai 37 ans, je suis né en 82. Vos musiques, je les ai écoutées fin années 90 au lycée et je les ai encore dans la tête. Et tu vois, la flamme, tout ça, ça revient plus à la radio. Et tu vois, quand je me balade dans la rue de temps en temps, hop, je mets mon téléphone et je mets mon casque et je me réécoute des tubes comme ça en fonction de ce qui se passe. Je pense qu'il y a plein de jeunes, de personnes comme moi qui, c'est dans l'inconscient collectif des gens de ma génération en fait. C'est comme Bob Marley, il est resté dans l'inconscient collectif et il continue encore de vivre à travers ses chansons. Je trouve ça super important, il ne faut pas négliger ça. Non, mais c'est pas que je néglige. J'ai pas dit encore une fois, on le chantait déjà dans un morceau qui s'appelle Jamais une chanson ne rendra beau l'immonde. Sincèrement, j'ai en partie conscience de ça parce qu'on je reçois des témoignages, des messages, etc. qui, des fois, j'en ai les larmes aux yeux. Waouh! Vraiment, je ne dis pas du tout que nos chansons ne servent à rien et qu'elles n'ont pas servi individuellement. C'est juste que pour autant, on va avoir un certain recul sur l'impact limité de celles-ci. Elles peuvent avoir des impacts relativement forts dans certaines vies individuelles. Et voilà, quand on fait Bienvenue, je reprends l'exemple de Bienvenue en Chiraki à la télé, le lendemain, il n'y a pas des centaines de milliers de gens qui... Ouais, bien sûr. Tu vois, voilà, faut avoir du recul sur ça aussi. Donc voilà, je ne dis pas que ça ne sert à rien et j'ai en partie conscience de l'impact que ça a eu, etc. J'aime bien aussi ne pas trop chercher à avoir conscience voilà, de pas trop m'arrêter moi sur l'impact que j'ai eu sur. Ouais, bien. Ça me va aussi voilà, tranquille, on n'a pas inventé de vaccin miracle ou quoi que ce soit. Enfin, je ne dis pas que ça sert à rien, j'ai conscience de l'impact, mais je relativise tout ça aussi, quoi. Est-ce que tu te perçois plutôt comme le colibri qui fait sa part pour éteindre la flamme? Pas comme le colibri, évidemment que je connais la métaphore, mais ouais, un petit maillon de la chaîne, un petit maillon. Ouais. Et puis, non, mais en fait, juste tout simplement, et puis être en accord avec ce que je ressens et ce que je pense. Enfin, je le fais aussi pour moi, pour être en accord avec ce que je ressens et ce que je pense. Ouais. Voilà. Et puis, oui, tant qu'à faire, j'aimerais bien que. Déjà, j'aime pas le monde dans lequel mes enfants vont grandir. Vont grandir, vont vivre, parce que maintenant elles sont grandes. Voilà, je vois qu'à l'époque, ça m'avait vraiment fait mal quand les premiers coups, le Front National, pour reprendre cet exemple-là, mais il y a tellement d'autres exemples. Oui. Quand j'ai vu Le Pen au deuxième tour, je venais d'avoir ma première fille et c'était putain, mais dans quelle France elle va grandir, elle? Voilà, il y a aussi ça qui joue dans la motivation de ne pas lâcher, j'aimerais bien qu'elle vive un monde pas trop pourri. Ouais. Sinsemilia, donc c'est un groupe de musique, mais est-ce que vous avez d'autres projets je sais pas, est-ce que vous avez un impact autre que par la musique? T'as vu, moi, depuis 40 jours, je deviens youtubeuse beauté et j'espère avoir un certain impact là-dessus. Non, alors avant tout, c'est un groupe de musique. Non, je crois que c'est un groupe de musique. Je crois que c'est un groupe de musique. Après, on fait nos. Depuis un moment, entre guillemets, moi, je me suis donné un objectif dans nos concerts. C'est un
un objectif global dans le. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières années sur qu'est-ce que je veux faire avec Sinsemilia. Qu'est-ce qu'on veut faire passer en fait. Autant pendant des années, les choses on les faisait tout ce qu'il y a de plus naturellement. C'était comme ça sortait, voilà. Là, il y a une vraie envie. Le dernier album qui est un de mes préférés de Sinsé, c'est aussi un des moins sombres. Pourtant, on est dans une des périodes les plus sombres, je trouve, au niveau de la société. Ouais. Depuis un moment, j'ai envie d'amener par notre musique plus de chaleur humaine, plus d'invitation à créer des liens. Et c'est très, 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 très fort dans nos concerts depuis 2 ans. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est pas putain, qu'est-ce qu'ils jouent bien, les mecs, wow, putain. Non, l'objectif, il est, si pendant 2 heures, ça permet à des gens de sourire un peu plus, etc. Et si le vrai but, le show, il est construit pour arriver à un morceau qui s'appelle Respire, qui est un de mes préférés de Sinsé, où à la fin, on invite les gens à prendre le temps de se regarder, de se sourire, entre eux. Je crois qu'aujourd'hui, le rôle d'un groupe comme nous, il est de rajouter de la chaleur humaine dans la vie, d'essayer d'aider les gens à franchir un palier pour sourire un peu plus les uns aux autres, etc. Il y a cette vraie envie-là. Et ça se sent. Ça se sent quand vous êtes passé dans le Nord l'année dernière. Vous faites vraiment vivre un moment de connexion au public et vous faites même en sorte que les gens se touchent, se tiennent l'épaule. Je ne sais plus exactement ce que vous aviez fait, mais c'est seulement on respire, ça, tout à fait. Et c'est ça, et c'est trop cool parce que quand on ressort du concert, on a juste une envie, c'est que le moment se prolonge en fait avec le public. C'est une invitation à ça, de venir ce qu'on vient de faire là. Alors bien sûr, tu vas pas demain foncer dans la rue et serrer la main de tout le monde, enfin surtout pas en ce moment, mais serrer la main de tout le monde en leur disant bonjour, je viens te donner de la chaleur humaine. Bien sûr, mais c'est une incitation à venir. On essaye de faire un peu perdurer ça dans nos esprits pour essayer de temps en temps de l'appliquer un peu dans nos vies, quoi. Ouais. Le monde en a besoin et va certainement en avoir encore plus besoin avec ce concept de distanciation sociale que je trouve horrible. En fait, on en a tous besoin. Moi, j'ai été élevé vachement. J'ai un père qui a eu beaucoup d'influence sur moi et qui, lui, est toujours en train de. Il fait ses courses, il fait une blague avec le mec qu'il croise, il discute avec les gens, etc. J'ai toujours vu ça et ça a toujours créé des belles choses autour de nous. C'est un truc auquel j'essaie de rester fidèle et de dire aux gens, mais si, on peut se parler, vraiment, et c'est souvent vachement bien. Dans des petits moments tout simples de la vie, on peut rajouter un peu de relations humaines dans des moments. On a l'exemple de faire les courses, oui, il y a plein de moments en période normale où il est possible de rajouter un peu de chaleur humaine, et c'est mieux pour tout le monde. Donc, carrément. Et pour moi, ça devrait pas être simplement, tu sais, une épice, quelque chose qu'on rajoute en plus, mais quelque chose qui devrait faire plus partie de notre quotidien. Et je remarque qu'on est. C'est du chemin. Donc, commençons déjà, ne serait-ce que par l'épice, parce qu'il y a quand même. Ouais. Ouais. Pour terminer, est-ce que tu peux nous parler d'EcoProd? EcoProd, c'est le label et la structure que j'ai créé il y a 10 ans. Qui s'occupe de ces médias, de pas mal d'autres artistes. Après, je ne suis pas très à l'aise pour t'en parler là, parce que ça fait 2 ans que j'ai pris la décision que EcoProd se consacrait maintenant uniquement à Sinsemilia. D'accord. Parce qu'avec mine de rien, je suis pas tout jeune, mine de rien, le groupe est pas tout jeune, on va fêter nos 30 ans et qu'il y a une vraie envie de se consacrer à ça. Je suis très content d'avoir fait de la production et du management pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vraiment mettre toute mon énergie dans ce qui nous reste d'années à vivre avec Sinsemilia. Donc c'est vrai que autour Sinsemilia et ce qui se passe autour au sens large. Donc on a produit le nouvel album de Riquet qui vient de sortir au Coin du Feu, qui est un album acoustique. C'est avec EcoProd que j'ai fait le bouquin de Sinsemilia, Place qu'on produit, tu as vu, professionnel. Voilà, du coup, on a une petite équipe d'EcoProd, on l'a mis au service de Sinsé. Donc là, j'allais dire, les deux ont presque fusionné. Jusqu'à présent, les deux étaient liés, très liés. Là, ça a quasiment fusionné, ouais. Ok. Du coup, juste pour connaître un petit peu la démarche, c'est que à travers ta boîte de prod que tu as créée il y a 10 ans, tu donnais la chance aux artistes qui passaient pas à la télé. C'était ça, voilà. C'était même le nom, pas vu à la télé. Après, c'est pas donner la chance, mais non, c'était pas tant pour aider les artistes que j'allais dire pour faire découvrir aux gens. C'est deux choses différentes. Il y a plein de ces artistes qui n'avaient pas du tout besoin d'aide, qui remplissaient des salles. Mais le premier projet, c'était surtout, je me rendais compte qu'il y a plein de gens qui avaient découvert Sinsemilia au moment de Tout le bonheur du monde.
alors que ça faisait des années qu'on remplissait les salles. En fait, on n'est pas arrivé jusqu'à eux. Et donc, la compil qu'on avait fait, qui s'appelait Pas vu à la télé, qui regroupait 70 groupes, c'est que des groupes qui tournaient dans toute la France, mais que le grand public ne connaissait pas. Donc, c'était pas tant pour aider ces groupes-là, ils tournaient déjà. C'est plutôt pour dire aux gens, ça vous dit pas d'écouter autre chose que toujours Scheim et Christophe Maé. Ouais. Ni contre Christophe Maé, ni contre Scheim. C'est les deux exemples qui... Mais, on voit toujours un peu les mêmes à la télé. C'est un moyen de dire, vous savez, si vous voulez écouter autre chose, il y a des vrais groupes, et je ne parle pas de petits groupes qui sont en développement dans leur cave. Je parle de groupes qui remplissent les salles et les festivals et qu'on ne vous montre pas à la télé. Si vous voulez découvrir ça. C'était plutôt dirigé vers le public un coup de main au groupe. C'était plutôt pour permettre aux gens. Moi, je prenais l'exemple de ma sœur à l'époque, qui a un petit 10 ans plus que moi, et qui écoutait toujours les mêmes disques de son adolescence parce que le boulot, la vie avait fait que j'ai pas le temps de suivre ce qui se passe en festival, etc. Je regarde la télé, j'écoute la radio pour un bar, et ce que je comprends, tout le monde n'a pas le temps. C'est un moyen d'aller vers ces gens-là en disant, voilà, si vous voulez découvrir autre chose, ça existe, c'est des vrais trucs qui tournent et qui font de la bonne musique. Donc c'est cool. Le projet qu'on avait fait au tout début des coprods, ça s'appelait Pas vu à la télé. D'accord. En tout cas, j'adore la démarche. Et ça me fait penser à une question. Quand on passe pas à la télé, quand on n'utilise pas, tu sais, les canaux de promotion les plus forts, quoi, comment on fait pour remplir des salles? Alors, c'est encore plus particulier à l'époque parce qu'encore aujourd'hui... Il n'y avait pas Internet en plus. Ouais, il n'y avait pas Internet. Parce que si tu ne passes pas à la télé, tu as un autre média qui est devenu un média énorme. À l'époque, il n'y avait pas Internet quand nous, on a commencé. Donc, tu comptes sur le bouche à oreille et tu enchaînes les petits concerts. C'est ça. C'est bien parce que c'est un vrai truc, c'est-à-dire, c'est pas je réfléchis et qu'est-ce que je vais me mettre en scène aujourd'hui sur Internet, machin. Non, c'est quoi ton métier? Musicien, vas-y, monte un show le mieux possible pour que les gens en parlent, ceux qui l'ont vu, et va le montrer aux gens. En espérant qu'après, eux feront le bouche à oreille de dire putain, j'ai vu un jeune groupe de reggae de Grenoble, putain, comme c'était bien. Donc voilà, pendant des années, on a écumé les petites salles de France. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit rencontré un public, ouais. Ouais, je trouve ça génial, ce procédé comme ça de vraiment se développer, tu sais, sur le terrain, en fait. C'est vrai. Ce côté alternatif, c'est trop cool. Dans le bouquin Souvenir à Sinsemilia, il y a plein de gens, quand ils l'ont lu après, ils m'ont dit, mais c'est incroyable, on n'aurait jamais pu imaginer le boulot qu'il y avait à côté, en fait. Les heures et les heures et les heures où on allait afficher pour nos propres concerts, les nuits où on allait afficher dans un rayon de 150 km autour du lieu de concert, les heures et les heures passées à tracter pour essayer de ramener des gens au concert, les heures passées à répondre aux gens qui nous écrivaient à l'époque par courrier pour entretenir le lien aussi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait le retour en lisant le bouquin, mais en fait, vous êtes vraiment des artisans. On a contrôlé toute la chaîne allez, on essaie de développer ça aussi. Enfin, c'était aussi une autre époque, mais quand c'est ta passion, on l'a fait, quoi. Et ça peut exister parce que vous étiez un grand collectif de 12 membres, quand même. Je sais pas, parce que des fois, c'est plus lourd d'être plusieurs. Ça a plein d'avantages, mais ça a aussi plein d'inconvénients. Ouais. Il y a plein de lieux où on ne pouvait pas jouer parce qu'on était trop nombreux. Il y a plein de... l'économie est tout de suite plus compliquée. Tu dois prendre un hôtel après un concert pour 12 personnes, c'est pas pareil que pour 4. Enfin, donc, non, il y avait des avantages et des inconvénients. Ouais. Surtout quand on veut passer la douane à Genève. Est-ce que vous avez des dates de prévues là pour 2020? J'ai vu qu'il y en avait pour mai, mais bon, je pense que c'est mort pour le mois de mai. Non, mais tout a pété pour l'été. Mai, juin, juillet, août, c'est fini. On verra septembre. Il en reste encore un peu sur septembre, octobre. On verra ce qui se passe. Non, mais moi, dans ma tête, j'ai déjà basculé sur le prochain album. Le prochain album et la prochaine tournée, c'est la tournée qui débute en janvier prochain, qui est la tournée qui célèbre nos 30 ans de concert. J'avoue que je suis focalisé là-dessus. Ouais. Donc, on verra si on a quelques concerts en septembre, octobre, mais
Il y en a quelques-uns sur le planning, on verra s'ils existent, mais je ne suis pas très optimiste. Mais moi, on bosse énormément pour faire un triple album pour les 30 ans. Il y a une grosse tournée qui va se promener partout en France. Voilà, j'ai basculé sur 2021 et nos 30 ans. Ouais. Ok, ça marche. Bon, bah, très bien, on va rester au fait de votre agenda pour les 30 ans. Et, je peux me permettre, n'hésitez pas, il y a un site internet sinsemilia.com. Nous, on est très site internet. Alors, on est sur les réseaux. Qui est très bien fait d'ailleurs. Ah, merci. Sur le site internet, on propose de faire découvrir plein de choses gratuitement. On envoie dans les boîtes mail des gens pas en mode spam intensif, etc. C'est pas trop le style de la maison. Ouais. Mais on envoie des morceaux qu'on n'a jamais sortis et qu'on n'a pas envie de lancer sur les réseaux. On fait découvrir le bouquin. On fait découvrir des trucs et puis surtout, vous recevez les dates de tournée dès que la tournée est fixée, etc. Il y a une jolie petite communauté qui s'est créée autour du site internet, donc c'est cool. Ouais. Du coup, ton livre, on peut le trouver sur le site internet ? Que sur le site internet. Que sur le site internet, d'accord. Donc, on peut le commander et le recevoir par la poste. Tout à fait. Dédicacé et tout, machin. Très bien. Super. Bon, bah, moi, je vais le commander. Je vais mettre le lien dans la description. Vous avez juste à regarder dans la barre et cliquer sur le lien et vous allez trouver le livre. Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup, Mike, pour cette interview de qualité. Avec et je réalise, tu sais, un petit rêve. Hein, c'est une petite consécration pour moi. Et je me sens super privilégié d'avoir échangé avec toi. C'était avec plaisir. C'est très agréable pour moi aussi. Il y a des interviews qui sont agréables et des interviews qui sont chiantes. C'était très agréable, donc je te remercie. Bah, merci. C'est avec passion, en tout cas. Ouais, ça se voit, donc ça change tout. Donc... Merci à toi. On continue de t'écouter. Bye. À bientôt. Ciao. Bye. Merci à toi de m'avoir suivi jusqu'ici. Pense à t'abonner à la chaîne. Si cette interview t'a plu, pense à la liker et à la partager. Ça va grandement m'aider à faire évoluer mon travail. Si tu souhaites recevoir les futures interviews en exclusivité dans ta boîte email, tu trouveras le lien d'inscription juste en dessous dans la barre d'inscription de la vidéo. Et puis tu vas y trouver également le lien du site de Sinsemilia où tu vas voir toute leur actu et leurs livres. Je te dis à très bientôt et merci encore d'avoir été là. Bien plus qu'on nous l'a enseigné.